Alors je vais continuer donc aujourd'hui avec La gloire de mon père de Marcel Pagnol et je vais recommencer à partir de la page 72. Je vais lire quelques pages. Allons-y. La première quinzaine de juillet fut bien longue. Les meubles attendaient dans le couloir et nous attendions à l'école, où nous ne faisions pas grand-chose. Les maîtres nous lisaient des contes d'Andersen ou d'Alphonse Daudet, puis nous allions jouer dans la cour pendant la plus grande partie de la journée. Mais nous poursuivions sans conviction ces jeux d'écoliers, tout à coup rapetissés et désenchantés par l'approche lente mais sûre des jeux éternels des grandes vacances. Je me répétais sans cesse quelques mots magiques, la villa, les pinades, les collines, les cigales. Il y en avait bien quelques-unes au bout des platanes scolaires, mais je n'en avais jamais vu de près, tandis que mon père m'en avait promis des milliers, et presque toujours à portée de la main. C'est pourquoi, écoutant les chanteuses égarées qui nous narguaient, invisibles dans les hauts feuillages, je pensais, sans la moindre poésie, « Ah, toi, ma vieille, quand nous serons dans les collines, je te mettrai la paille au cul. » Telle est la gentillesse des petits anges de 8 ans. Un soir, l'oncle Jules et la tante Rose vinrent dîner à la maison. Ce fut un dîner-conférence pour la préparation du grand départ qui devait avoir lieu le lendemain. L'oncle Jules, qui se flattait d'être un organisateur, déclara d'abord qu'à cause de l'état des chemins, il n'était pas possible de louer une voiture importante, qui aurait d'ailleurs coûté une fortune, peut-être même 20 francs. Il avait donc loué 2 voitures. Un petit camion de déménagement qui transporterait ses propres meubles ainsi que sa femme, son fils et lui-même, au prix de 7 francs 50. Cette somme comprenait la puissance d'un déménageur qui serait à notre service toute la journée. Pour nous, il avait trouvé un paysan qui s'appelait François et dont la ferme était à quelques centaines de mètres de la villa. Ce François venait 2 fois par semaine vendre ses fruits au marché de Marseille. En remontant chez lui, il transporterait notre mobilier au prix raisonnable de 4 francs. Cet arrangement enchanta mon père, mais Paul demanda « Et nous monterons sur la charrette ?»« Vous, dit l'organisateur, vous prendrez le tramway jusqu'à la Barrasse et de là, vous rejoindrez votre paysan Pédibus cum jambis. Augustine aura une petite place sur le chariot et les 3 hommes suivront à pied avec le paysan. » Les 3 hommes acceptèrent cette idée avec joie, et la conversation, qui dura jusqu'à 11 heures, devint absolument féerique, car l'oncle Jules parla de chasse, puis mon père parla des insectes, si bien que, jusqu'à mon réveil, je tirais des coups de fusil sur des mille-pattes, des sauterelles et des scorpions. Le lendemain matin, dès 8 heures, nous étions prêts et déjà revêtus du costume de vacances, culottes de toile écrue et chemise à manches courtes, blanche, mais ornée de cravates bleues. Ces vêtements étaient l'ouvrage de ma mère. On avait acheté dans un grand magasin nos casquettes à longue visière et nos espadrilles à semelles de corde. Mon père portait un veston à mardigale, avec 2 grandes poches plaquées et une casquette bleu marine, tandis que ma mère était jeune et belle, dans une robe blanche à petites fleurs rouges qu'elle avait merveilleusement réussie. Quant à la petite sœur, qui ouvrait de grands yeux noirs sous un bonnet bleu, elle paraissait inquiète, parce qu'elle avait compris, comme font les chats, que nous allions quitter la maison. Le paysan nous avait prévenus. L'heure de notre départ ne dépendait point de son zèle, mais de la vitesse d'écoulement de ses abricots. Elle ne fut pas très rapide ce jour-là, car à midi, il n'était pas encore arrivé. Nous déjeunâmes donc, dans la maison déjà morte, de saucissons et de viande froide, et nous courions sans cesse à la fenêtre pour guetter l'arrivée du messager des vacances. Il parut enfin. C'était une charrette bleue, d'un bleu délavé, qui laissait transparaître les fibres de bois. Les roues étaient très hautes, avaient un jeu latéral considérable. Quand elles arrivaient à bout de jeu, c'est-à-dire à chaque tour, il y avait un choc tintant. Les cercles de flair tressautaient sur les pavés, les brancards gémissaient, les sabots du mulet faisaient sauter des étincelles. C'était le chariot de l'aventure et de l'espoir. Le paysan qui le conduisait n'avait ni veste ni blouse, mais un gilet tricoté d'une laine épaisse, feutré par la crasse.
Sur la tête, une casquette informe, à la visière ramollie. Cependant, de belles dents blanches brillaient dans un visage d'empereur romain. Il parlait provençal. Il riait et faisait claquer une longue lanière au bout d'un manche de jonc tressé. Aidé de mon père et grandement gêné par les efforts du petit Paul qui s'accrochait aux plus gros meubles en prétendant les transporter, le paysan chargea la charrette, c'est-à-dire qu'il y entassa le mobilier en pyramide. Il en assura ensuite l'équilibre par un treillis de cordes, cordelettes et ficelles, et jeta sur le tout une bâche trouée. Alors il s'écria en provençal. « Cette fois-ci, nous y sommes !» Et il alla prendre la bride du mulet, qu'il fit démarrer au moyen de plusieurs injures blessantes, accompagnées de violentes saccades sur le mort du peu sensible animal. Nous suivîmes nos biens meubles, comme un char funéraire, jusqu'au boulevard Mérentier. Là, nous quittâmes le paysan et nous allâmes prendre le tramway. Dans un brillant tintamarre de ferraille, au tremblement cliquetant de ses vitres et avec de longs cris aigus dans les courbes, le prestigieux véhicule s'élança vers l'avenir. Comme nous n'avions pu trouver une place sur les banquettes, nous étions debout, ô merveille, sur la plateforme avant. Je voyais le dos du Watman qui, ses mains posées sur deux manivelles, lançait et réfrénait tour à tour les élans du monstre avec une tranquillité souveraine. Je fus séduit par ce personnage tout-puissant auquel s'ajoutait un grand mystère, car une plaque émaillée défendait à quiconque de lui parler à cause de tous les secrets qu'il savait. Lentement, patiemment, en utilisant les cahots et les coups de frein, je me glissai entre mes voisins, et j'arrivai enfin près de lui, abandonnant Paul à son triste sort. Coincé entre les hautes jambes de deux gendarmes, les cahots de la voiture le lançaient, le nez en avant, sur les fesses d'une dame énorme qui oscillait dangereusement. Alors, les rails luisants s'avancèrent vertigineusement vers moi. Le vent de la vitesse souleva la visière de ma casquette, et bourdonna dans le pavillon de mes oreilles. Nous dépassâmes en 2 secondes un cheval lancé au galop. Je n'ai jamais retrouvé sur les machines les plus modernes cet orgueil triomphant d'être un petit homme, vainqueur de l'espace et du temps. Mais ce bolide de fer et d'acier qui nous rapprochait des collines ne nous y conduisait pas. Il fallut le quitter dans l'extrême banlieue de Marseille, en un lieu nommé la Barrasse, et il continua sa route folle vers Aubagne. Mon père, qui avait déplié un plan, nous guida jusqu'à l'embouchure d'une petite route poudreuse qui fuyait la ville entre 2 bistrots. Nous y entrâmes d'un bon pas, derrière notre Joseph, qui portait la petite sœur sur son cou. Il était bien joli, ce chemin de Provence. Il se promenait entre 2 murailles de pierre cuite par le soleil, au bord desquelles se penchaient vers nous de larges feuilles de figuier, des buissons de clématites et des oliviers centenaires. Au pied des murs, une bordure d'herbes folles de ronces prouvait que le zèle du cantonnier était moins large que le chemin. Je vais arrêter ici, c'est page 77, et je vais continuer un petit peu plus tard.